Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, à la fin de la conférence de mercredi dernier, je m'étais efforcé d'esquisser un tableau de l'administration du royaume attalide, surtout, mais pas exclusivement, à partir d'un paragraphe de statut d'une association de caractère religieuse appartenant à une cité inconnue de la vallée du Caïque moyen, et concernant les couronnements des membres de la famille régnante et de ceux des membres de son administration qui étaient en relation directe avec la dite synodos. Quant à l'effectivité de cette administration dense et multiforme, s'immisçant dans les moindres détails, pensons encore à l'affaire de l'érection de la stèle du prêtre Cadois, et sa capacité d'enforcer la volonté royale partout, pas seulement dans la cité, mais aussi bien dans les coins les plus reculés du royaume, nous n'en savons rien, ou presque. Les limites de l'effectivité de cette administration, autant que la fragilité du pouvoir attalide en cas de crise militaire grave, sont mises en évidence d'une façon spectaculaire par une stèle trouvée il n'y a que quelques années à Tashkuyuchak, village situé dans les montagnes à environ 25 km à vol d'oiseau au nord de Sardes. Ici, Sardes, ici c'est le Marmara Gölü d'aujourd'hui, le Gugaya Limné des anciens, bien fameuse par des articles de Louis Robert jusqu'à des années 90. Et puis, ici, vous avez Tashkuyuchak. L'inscription, c'est le numéro 1 de votre dossier. Cette stèle opistographe, elle aussi, prisée en eau, sans que l'on puisse déterminer l'étendue de la partie manquante, est datée exactement des mêmes années que le statut de l'association de la vallée du Caïque, à savoir le dernier tiers des années 60 du IIe siècle. Publié d'abord par Peter Hermann et Hassan Malay et paru après le décès du premier et principal éditeur seulement, elle a pu être améliorée récemment par les soins de Peter Tonemann dans l'édition Doit faire foi maintenant. Alors, comme je le dis, numéro 1 de votre dossier. Cette inscription comporte deux documents. Celui de la face appelée par convention A, étant sans doute, aucun doute, une décision émanant d'Eumen II ou à la rigueur de son frère Attal, futur Attal II, agissant à la place du roi malade, et adressée à un fonctionnaire de titre indéterminé. C'est le document inscrit de l'autre face, désigné B, qui fait problème, comme nous le verrons par la suite. Mais regardons d'abord le document royal de la face A d'un peu plus près, même s'il ne peut agir dans ce cadre de mettre en évidence que quelques points significatifs. Ce que nous apercevons au début de la partie conservée, c'est que le projet envisagé par le roi d'un transfert forcé des Mysiens habitant la commune de Kournou-Boïdos à la plaine de Kastolos. C'est l'endroit de la future Philadelphie, alors une ville fondée par Attal III. On va là les débuts de cette fondation se dessiner au moins. Alors, un transfert forcé des Mysiens est envisagé habitant la commune de Kournou-Boïdos à la plaine de Kastolos, et elle était contrecarrée par la résistance de la population concernée,
soutenue en plus par la population d'une commune voisine appelée Apolloniou Charax, fortin d'Apollonios, nom que nous devons aussi à Peter Thornemann. Commune de laquelle va provenir notre inscription et qui a dû accéder au statut d'une police à un moment indéterminé, mais avant l'époque flavienne, comme en témoigne de la liste éphésienne des villes et des cités de la province d'Asie, fait remarquer par Thornemann aussi. Le projet royal n'a donc pas pu être mis en exécution face à la résistance de la population indigène, aidée par des colons militaires d'origine probablement macédonienne du voisinage, affectés eux aussi grièvement par les effets d'une guerre. En effet, à cause de la destruction qu'ils subirent l'année passée de la part des ennemis, le roi leur concède une remission des taxes de 5 années, en plus de cette remission de 5 ans accordée déjà auparavant, et cela de la même façon qu'il avait concédé aux Mysiens de Cadoré, c'est la moderne Guédis, et que la mobilisation, autre point essentiel, et que la mobilisation se déroulera d'après le principe d'un parmi trois, c'est ligne 14 à 20. Ce règlement de la conscription ou de la mobilisation un parmi trois, étant un privilège exceptionnel, il s'ensuit que la mobilisation des troupes parmi cette catégorie de la population du royaume des Attalides au moins a dû se passer à un régime plus élevé, peut-être dans la proportion d'un parmi deux. Et c'est pour cette raison que le roi ajoutait le proviso qu'il était sûr qu'en cas d'émergence, c'est Jean d'Apolloniou Charax, ils contribueront d'eux-mêmes plus de soldats à cause de leur dévouement et de leur bienveillance. Hotongar anakaiotaira shraya ginetai autoi diatem protumian kai oinoian oit hoti dosusin plaionas stratiotas, les lignes 20 à 22. Suivent encore d'autres promesses de soulagement d'ordre fiscal et enfin celle d'envoyer des maçons en vue de la reconstruction de l'agglomération récemment entreprise. Comme je l'ai déjà laissé entendre, c'est le caractère du document de la face B qui fait problème. Hermann était d'abord de l'avis qu'il devait agir là d'une lettre royale ou, à la rigueur, d'un de ses fonctionnaires. Mais, comme Hermann me l'écrivait dans une lettre peu avant sa mort, c'était une intervention de Fritz Schnitzer et dans son sillage d'Angelos Kaniotis lors de la présentation de l'inscription dans une conférence tenue par lui à Heidelberg, qu'il n'était plus sûr du tout de son interprétation, doute qui ne trouvaient plus leur chemin dans la publication des documents préparés par Malay. En effet, Schnitzer arguait, d'après Hermann, qu'il ne s'agissait pas dans ce document de la phase B d'une décision royale, mais au contraire du cahier de revendications des gens d'Apollonie Charax, reproduit verbatim. De son côté, Michael Wörle, dans une note à un article du Chiron 2009, avait trouvé une solution identique tout à fait indépendamment. Il ne faut donc plus corriger partout dans ce document humas en hemas et vice-versa. Et, argument décisif s'il en faut, on peut comprendre enfin maintenant et seulement maintenant la tournure épaille des motai esmen des lignes 10 à 11 parce que nous sommes des petits gens ou des pauvres villageois carrément inimaginables venant de la bouche d'un roi. Esquissons donc brièvement le contenu de cette requête, reprenons-le
reproduite verbatim, chose absolument unique et en plus exprimée par des mots-tailles sans détour diplomatique et sans mâcher leurs mots de sorte qu'elles présentent l'allure d'un ultimatum. Sont ainsi revendiquées la radiation des déserteurs de l'année 166-165 de la liste correspondante autant que les autres. Un règlement des dettes de la part du roi, une subvention financière pour la reconstruction des bâtiments détruits et brûlés dans le Poastion, le faubourg. Le rachat de la part du roi d'un village appelé Cibloé, autrefois possession d'Apolloniax, et acheté ensuite dans une situation financière difficile par un certain Méléagros, afin, je cite, que ces revenus puissent servir au sacrifice pour Zeus Stratios, épiclèse remarquable pour le choix du dieu principal d'une colonie militaire, pour sacrifice pour Zeus Stratios et vous-même, c'est-à-dire eux-mêmes deux, et qu'elle nous restera sacrée et imposable, non imposable. Des villages, en plus, sont demandés pour compenser le manque de clairoy et des bâtiments associés, parce que, je cite, les villages qui nous étaient enlevés n'ont pas été restaurés comme vous l'aviez ordonné. Et ils revendiquent que seront leur attribués, au lieu de cela, des villages dits des kunegoi, des chasseurs, une catégorie bien difficile à définir, et ordonne même, chose absolument inouïe, à un fonctionnaire royal, le Géodotes, distributeur de terre, du nom de Lucinos, de reloger leur population à un endroit choisi par lui. Donc, pas seulement des villes et des villages étaient détruits et incendiés, et cela jusqu'aux portes de Sardes, le moral même de l'armée s'était ébranlé, témoin les nombreux déserteurs. Et l'administration même, notre sujet propre ici, a cessé de fonctionner, la volonté du roi, en l'espèce un transfert de village, n'étant plus exécutée, de sorte que c'étaient les sujets eux-mêmes qui passaient à l'initiative en imposant aux souverains leur volonté en forme d'un cahier de revendications de caractère ultimatif. Le royaume de Pergame paraissant si ordonné, si bien organisé du côté administratif autant que militaire, pouvait sembler au bord de l'abîme. Pour ajouter un peu de la terre au papier présenté par moi, pour reprendre le titre d'une allocution fameuse de Louis Robert, voilà quelques illustrations tirées, encore une fois, de Google Earth. Vous pouvez voir l'emplacement de l'actuel, ou moins j'espère que c'est quelque peu lisible. Ici, l'album actuel, là, vous pouvez voir très bien le terrain fertile entouré de montagnes. Vous avez là vraiment facile à voir le territoire fertile de Tashkuyuchak, Apolloniou Charax dans l'Antiquité. Et puis, vous remarquez ici, il y a la route, probablement aussi le tracé ancien. Dans ces contrées, on n'a pas grand choix pour les routes, qui mène vers l'actuelle Gordis, ancienne Gordos, puis Iulia Gordos. Et vous voyez là, de côté de cette route, deux collines que je vais vous montrer un peu plus près. Là, vu un peu plus bas dans Google Earth, vous avez ici les dernières maisons du village et
ces deux collines, celle-là et celle-là. Encore vu d'en haut le village, et ici, et l'autre colline ici. Vous pourrez voir déjà là quelques traces. Ici et ici. Prenons cette colline-là. J'espère que vous pouvez déceler là quelque chose. Alors là, il y a des murailles, etc. Bien des signes, à mon avis, d'un fortin, et il y a des traces aussi de blocs de marbre, si on regarde très près. L'autre colline se présente d'une façon beaucoup plus curieuse. Et on a ici c'est à peu près 200 mètres, alors ça a un peu l'allure d'un stade, et ça a le même grandeur, mais c'est sur le sommet de cette colline, il y a un stade sur un sommet d'une colline, il me semble quand même un peu curieux. Plus intéressant aussi, et là je ne suis pas sûr du tout que vous puissiez voir quelque chose, c'est ici. Moi, je vois là une trace de fondation d'un temple Inantis. On peut voir que ici. Alors, on ne voit rien. Je suis désolé. Alors c'était un essai. Alors, bon. Peut-être, alors, ce temple que je vois là, peut-être le temple de Zeus Stratios, dont il est question dans l'inscription. Bon, non, ça y est. Bon. Voilà. Bon. Alors, c'était les Galates, encore eux, qui, pendant les années 268 à 263, étaient les auteurs de destructions causées à l'agglomération qui se trouvait là, Apollonie ou Charax. Et eux-mêmes ayant enfin pris le dessus d'eux, d'après d'âpres combats, ceux dont notre inscription livre un témoignage vivace et saisissant en son genre, se trouvaient en fin de compte privés des fruits de sa victoire par les Romains, à cause de la disgrâce dans laquelle il était tombé auprès d'eux, à cause de son comportement présumé suspect pendant la guerre contre Perseus, roi de Macédoine. Il se peut qu'un mince fragment d'inscription trouvé pendant le déblaiement des substructions du temple de Trajan à Pergame, en vue de sa reconstruction partielle, soit à raccorder à ces événements lui aussi. Vous voyez ici, photo de estampage. L'inscription se présente complète à droite et brisée partout ailleurs, et elle est des dimensions minces. Alors, c'est comme ça. Vous voyez le texte. Une chose au moins semble sûre, c'est que d'après le Heuparhumon à la ligne 8, à compléter Prespoetae ou Andres ou même rien du tout, des envoyés en tout cas, et le reste de ce que se laisse deviner, il doit s'agir d'une lettre royale ou au moins d'une lettre émanant du pouvoir royal adressée à une communauté, peut-être une cité, peut-être Pergame même, peut-être quelque chose d'autre. Mais c'est à ce point déjà que nous entrons dans le royaume des hypothèses pour ne pas le quitter dans ce qui suit.
Que peut-on donc encore deviner à partir de ces misérables débris? Quelque chose doit être reconstruite, ou plus construite dans son entier. Puis est question de beauté, Carlos, suivi à la ligne suivante de la mention d'un Nagalmoatopoios, d'un sculpteur, chose bien remarquable en soi, mais impossible à comprendre de façon précise. Que devrait-on penser à une statue de culte détruite et à remplacer par une nouvelle? Le point le plus important pour la compréhension de la lettre est la compréhension de la lettre mu à la fin de la ligne 4, qui exige une autre consonne labiale à sa suite, de sorte que je restitue avec une confiance parfaite polémion à sa suite. Quelque chose ou quelque lieu inidentifiable une nouvelle fois a donc dû être tenu par des ennemis. Apparaissant ensuite des autels et une petite colline, l'Ophion, tout à fait énigmatique. S'agit-il des autels et un sanctuaire situé sur une colline endommagée ou détruit? Une fois en plus, on ne peut pas le savoir. À la ligne 6, un certain Stratios avait reçu quelque chose, impossible, encore une fois, à deviner. D'autre part, c'est le nom Stratios qui pique l'attention, puisqu'ainsi se nommait le médecin de cour et homme de confiance qu'Eumène II avait envoyé à Rome en 163 pour maintenir son frère Attale dans le coup à l'encontre des essais de séduction avancés par les Romains, lui proposant un partage du royaume. Stratios lui rappelant, Attale, si besoin était, qu'à défaut d'un descendant direct d'Eumène, le pouvoir reviendra en tout état de cause à lui au cas du décès du roi. Histoire racontée par Poly, bien douteuse dans ses détails, mais reposant sans aucun doute sur un événement à ne pas mettre en doute, à savoir l'envoi de Stratios à Rome pour conforter le prince héritier dans sa tâche. La faible somme de 10 drachmes en revanche reste mystérieuse. Pourrait-il s'agir, seulement par exemple, de la mention d'un impôt par tête remis aux habitants de la commune concernée? Si jamais on voudrait oser proposer une hypothèse, hasardeuse à l'extrême bien entendu, on pouvait être tenté de rapporter cette lettre au siège de Pergame par Prousias II pendant l'année 156, au cours de laquelle le roi de Bithynie a pillé parmi d'autres sanctuaires situés hors les murs, l'Asclépiaion, et enlevé la fameuse statue du culte du dieu de la main de Phuromarchos. Mais tout rapport entre cette lettre et l'invasion de Prousias II doit, comme je l'ai déjà souligné, rester une hypothèse hasardeuse. D'autant plus qu'une autre solution semble possible tout aussi bien, à savoir de raccorder notre inscription à la guerre contre les Galates et y voir un parallèle aux événements dont était victime la Polonie ou Charax. L'exposition de la réponse royale à l'acropole de Pergame ne s'y opposait sans point, étant donné que des documents semblables concernant des communautés sujettes étaient bel et bien publiés au centre du royaume eux aussi. Solution que je suis enclin de préférer au moins à ce moment. Auparavant, quelques années seulement après la paix d'Apamée, Eumène, dont vous voyez ici un exemplaire de la fameuse tétradrachme avec son portrait et
les Dioscures au revers. Un exemplaire d'ailleurs tout nouveau, vendu aux enchères à Munich au mois de juin. Alors, pour ce fameux portrait que vous pouvez une fois voir, Eumène II. Alors, Eumène, après la paix d'Apamée, avait su défendre et même agrandir son royaume face aux attaques de Prousias Ier de Bithynie, 186 à 183, et de Pharnace Ier du Pont, 182 à 179. Un peu plus tard, en 175, il réussit à installer Antiochos IV, revenu à Athènes après sa libération de la détention comme otage à Rome, après la mort de son frère aîné Séleucos IV, sur le trône paternel à Antioche. Exploit dont nous devons des détails d'un décret athénien trouvé à Pergame, remerciant le roi et sa famille pour leur engagement envers le prétendant, comme l'avait autrefois brillamment montré Maurice Holleaux, titulaire de la chaire d'épigraphie ici même. Pour Pergame, le règne d'Eumène II marquait un tournant lourd de conséquences à cause de l'élargissement considérable de la superficie de la ville habitée. Ici, en blanc, c'est l'acropole, ici, avec les palais, etc. Vous voyez là déjà le grand hôtel, hein, c'est ici. C'est la ville dite aussi de Philétère, c'est cela. Le gymnase que vous voyez ici, c'était déjà hors les murs. La nouvelle ville de Pergame, c'est celle-là. Alors, vous voyez que c'est un agrandissement vraiment considérable. Ça, c'est la ville romaine, dont nous parlerons la semaine prochaine un peu. La trame ici, que vous voyez ici, c'est plutôt hypothétique, il faut bien le dire, et des fouilles partielles et des sondages et prospections dans cette partie-là ont montré pendant les derniers 10 ans que cette trame-là n'était pas, vraiment pas aussi régulière qu'on le voit là, ça avait bien un tout petit peu l'allure d'un éventail. Avec cet élargissement de la cité, Pergame devenait ainsi une métropole au sens moderne, bien sûr, à la hauteur du goût du temps. Le nouveau gymnase, le plus grand que nous connaissons du monde antique et que nous retrouvions tout à l'heure, doit, d'après de nouveaux sondages archéologiques de la dernière décennie aussi, dater de cette époque même. Reste à savoir comment et par qui cette nouvelle cité était peuplée. Eumène avait-il attiré de nouveaux inhabitants de sa capitale par des promesses fiscales incitatives, etc., ou avait-il fait déplacer de force des populations entières d'autres villages et de villes d'après le modèle que nous avons vu entrevoir dans le dossier de Tashkuyuchak? Pensez à ce projet de transfert des Mysiens de Cornuboidos vers la future Philadelphie avortée par la résistance des concernés, ou de mesures ensemble. Malheureusement, nous n'en savons absolument rien. Au moins, il me semble très probable que l'élaboration du règlement urbanistique très détaillé que représente la loi des Asinomes, présentée comme Nomos Basilicos dans sa rédaction préservée
datant du IIe siècle après Jésus-Christ, doit être mis en relation avec cet événement majeur de l'histoire de Pergame. Ce document capital est bien connu, dont il me manque malheureusement le temps de vous l'expliquer en détail ici. Attal II, succédant à eux-mêmes en 158-157, avait déjà soutenu son frère malade pendant les dernières années de son règne, et spécialement dans ses relations avec le Sénat romain, d'auprès duquel il restait, contrairement à eux-mêmes après Pydna, bien en vue. Après son ascension, il s'empressait de continuer cette politique de relations étroites avec le pouvoir venu de l'Est, tout en gardant une liberté d'action considérable en matière de politique extérieure, s'immisçant par exemple dans les troubles dynastiques en Cappadoce, en instituant le prétendant Alexandre Balas sur le trône séleucide en 153, ou en se débarrassant de son ennemi Prousias II de Bithynie, et cela malgré le principe énoncé lors d'une session de ses Philoé par son intime Chloros et endorsé par le roi de «Duteni tropo symbuloiaen uten anoe kainon», dans aucune manière délibérée de rien sans eux, c'est-à-dire les Romains. Fameuse lettre au prêtre Attis de Pessinonte, Welles Royal Correspondence 61. Après sa mort survenue à l'âge de 82 ans en 138, ce sera au tour de son neveu Attal III, fils de Mène II, d'accéder au pouvoir. Nous pouvons voir le roi revenant d'une expédition victorieuse dans sa capitale, dans un décret de celle-ci, lui décernant des honneurs cultuels, expliqués magistralement par Louis Robert encore vers la fin de sa vie. Et en plus, nous voyons Attal II décréter par une lettre l'insertion de sa décision de créer un culte de Zeus Sabbatios en l'honneur de sa mère Stratoniké, sans avoir consulté auparavant les instances de la cité. Mais d'autre part, il faut bien le souligner, il n'était pas le seul roi ni le premier d'agir de la sorte. Attal Ier déjà en a fait de même concernant les règlements d'un culte probablement de Zeus à l'Agora. La tradition littéraire, au contraire, s'efforce de peindre du roi un portrait tout en noir, bizarre, excentrique, pharmacien, expérimental, ce que d'ailleurs se trouverait un antidote nommé d'après lui, étant fameux pendant toute l'Antiquité et même au-delà, cruel à l'extrême envers ses philoi kai anankaioi, ses proches, qui étaient, nous dit-on, étranglés par des mercenaires barbares dans les géoles souterraines du palais royal. Mais c'est exactement à ce point-là que les limites de la crédibilité de nos sources, en l'espèce Diodore, deviennent manifestes. Parce qu'il est évident à tout visiteur des lieux que les palais royaux de Pergame sont dépourvus de sous-sol. L'histoire atroce racontée par Diodore s'avère donc comme de la pure fantaisie. Et Attal III haï par ces sujets, comme on le prétend volontiers, les citoyens de sa capitale, au moins, garderont longtemps un bon souvenir de leur dernier roi, au moins jusqu'aux années 60 du 1er siècle. C'est lui, le bon roi Philométor, qui, en compagnie de Philétaïros, le fondateur de la dynastie, apparaît toujours, régulièrement et sans exception, dans les différentes listes de rois qu'on vénère aussi ainsi même longtemps après la fin de la dynastie. Car par son dernier acte, Attal déclarait Pergame et quelques autres cités libres
et léguait les autres parties de son royaume par testament au peuple romain. Ainsi, Pergame devenait de la capitale d'un royaume une cité libre, autonome, et comme elle se stylisait elle-même pour marquer cet état de choses démocratique. Mais avant de pouvoir jouir pleinement de ce nouveau régime, il fallait surmonter une guerre d'envergure. Un fils illégitime d'Eumène II, nommé Aristonikos, se proclamait roi en adoptant le nom de son père. Eumène III réussit à prendre quelques villes de la côte en sa possession, que pour les perdre aussi vite en conséquence d'une bataille navale près d'Éphèse. Il se retira alors vers l'intérieur, non sans anéantir la première année romaine arrivée en Asie mineure sous le commandant du consul Licinius Crassus en passant en 131. Le noyau de la puissance d'Eumène III se laisse définir assez facilement. Il gravite autour des cités de Thyatire. Alors, vous rappelez peut-être cette carte déjà. Alors, Thyatire, pour commencer, c'est la vallée du Caïque, que j'ai déjà expliqué dans ces trois parties différentes. Pergame, voilà. Thyatire, c'est Akhisar. Gravite des cités de Thyatire, Apollonis. Alors, Apollonis, c'est à peu près là. Et en plus, Stratonicé du Caïque, ici. Alors, là, c'est là le noyau du royaume d'Eumène III, Aristonikos. On voit bien que c'est tout proche de Pergame, en fait. Séparé de Pergame, je vous ai expliqué, ceux qui étaient là se rappellent peut-être, le point stratégique important. Ouf, il n'y a plus. Non. En principe, ouais, on ne va plus. Beaucoup. Le point stratégique, c'est là entre Zoma et Kirkarac, ce défilé vraiment étroit. Alors, comme je vous l'ai dit, Stratonicie, de ce défilé, c'était, je crois, quelques 12 kilomètres à vol d'oiseau. Alors, c'est vraiment très près ici. Alors, vous avez Stratonicie de Caïque. Nous savons ça par un monnayage du roi Eumène III. C'est un peu compliqué d'identifier, mais c'est très net, on ne peut pas en douter. Alors, le monnayage dans ces trois villes. Des premiers combats rageants autour de Thyatire, Akhisar, nous renseigne un décret de la cité de Métropolis en Ionie, publié il n'y a pas longtemps, qui nous montre un corps composé de jeunes gens de la Néothèse, de la ville engagée dans un combat sanglant et malchanceux contre les troupes d'Eumène III, et dans lequel trouveront la mort des membres de la Néothèse ensemble avec le gymnasiaque qui les commandait. Ces troupes d'Eumène III présentaient en effet des adversaires aguerris, étant donné que ce noyau de la puissance du prétendant roi était en même temps le centre de la colonisation macédonienne et mysienne et des Séleucides et des Attalides, colonies dont nous avons rencontré un exemple, même si c'était dans un état de détresse à Tashkuyuchak, Apollonie ou Charax. Et on ne peut pas faire mieux que de citer les remarques de Louis Robert exprimées dans la deuxième édition des villes d'Asie mineure. Et je cite,
Il est frappant que précisément ces plaines de la Lycie occidentale soient le domaine par excellence de la colonisation militaire des établissements des Macédoniens. C'est dans les plaines de Thyatire, d'Apollonis et d'Hyrcanis qu'abondent les dédicaces de Hoi Ectudies Macedones, Hoi Perituataera Macedones. Il est plus que probable que Stratonicée a groupé des Macédoniens de la région. En tout cas, tout près de là, ce sont des Macédoniens qui ont peuplé Nakrasa et Akrasos, Macedones Nakrasitae, Hoi Peri Akrason Macedones. Or, c'est le point ferme de la domination d'Eumène III. Il a donc trouvé appui parmi ces populations, villes et villages de colons militaires. On s'explique sa force militaire et ses succès jusqu'à l'intervention massive des Romains. Fin de citation. Mais comment expliquer cet appui à un roi autoproclamé? À mon avis, toutes ces villes situées dans la terre royale et toutes ces colonies militaires, villes subordonnées au roi directement inclus, ne voyaient pas d'avenir défini de quelque sorte que ce soit en dehors de la monarchie, qui, en somme, formait leur raison d'être même. Et toute cette administration qui s'immisçait, nous l'avons vu, jusqu'au moindre détail dans la vie quotidienne de ces populations, elle ne disparaissait pas non plus d'un jour à l'autre lors de la mort soudaine d'un souverain manquant de successeur, mais continuait, tant bien que mal, à fonctionner elle aussi, la monarchie étant leur seule raison d'être aussi. À la Rome lointaine non plus, on n'avait à ce moment aucune idée encore sur ce que l'on pourrait ou devrait faire avec ces nouveaux sujets, moins encore le souci ou les possibilités de les communiquer aux populations concernées. Dans cet avenir incertain dans tous ses aspects, les habitants de la terre royale choisissaient de joindre tout simplement le roi qui s'offrit à eux, prêt, le cas échéant, de mourir pour lui. Prenons pour illustrer cette incertitude profonde un exemple paraissant de prime abord peut-être un peu d'ordre secondaire, mais en fait essentiel pour les populations concernées. Comment désignera-t-on l'année en cours maintenant, le roi décédé, son successeur, dans toutes ces régions où on les comptait d'après les années régnales du souverain? Le monde, pour ces populations, devrait sembler être au point de se disloquer. Cette guerre, que les historiens continuent, malgré l'appel de Louis Robert d'appeler la guerre d'Aristonikos, se présentait donc comme une lutte de la Chora royale et des villes sujettes contre les Polaïs de la côte. Sur, au moins il est pensé à ce moment, d'un avenir meilleur, et enfin les Romains. C'était le consul Marcus Perna qui, en 130, réussit enfin à assiéger et à capturer Eumène II à Stratonicée du Caïque, ville où le roi avait battu monnaie jusqu'à la quatrième et dernière année de son règne. Vous voyez ici, probablement Perna a seulement poussé le défilé de Soma. Il était pratiquement arrivé à Stratonicée. Alors. La guerre, qui avait touché une large part de l'Asie mineure occidentale, de la Troade jusqu'à la Carie, n'était pas finie pour autant, les Mysiens surtout continuant la résistance aux Romains dans leurs forteresses apparaissant presque imprénables,
Romata docunta aenaetus allota, comme le caractérise un décret contemporain de Bargiglia, jusqu'à l'année du successeur de Perperna, Manius Aquilius. Ce sera à ce Manius Aquilius d'organiser les territoires ainsi conquises. Pergame, ville que Mentrois n'avait jamais su prendre et qui avait fait passer un décret d'urgence avant même que les Romains avaient ratifié le testament du roi, c'est le numéro 2 de votre dossier. Décret qui, je cite encore un passage tiré de la 2e édition de Wildener, Asie mineure de Louis Robert, s'empresse de donner le droit de cité à tous les groupes militaires sur le territoire ainsi qu'à leurs femmes et leurs enfants, aux Macédoniens, aux Mysiens, aux Masduéniens, et il tente de prévenir les désertions par l'athymie et la confiscation des biens. L'adhésion à Eumène III se développait précisément dans cette population. Fin de citation. Pergame devenait donc une cité libre entourée par les territoires administrés et bientôt taxés par les Romains, la nouvelle province Asia. Quelques détails concernant les règlements émis par Manius Aquilius nous sont préservés par un décret honorant l'œuvre de vie de citoyens exemplaires qu'était celle de l'évergète Ménodoros Métrodourou, se situant exactement à la charnière des deux époques, la royale et la démocratique, publié avec un commentaire exhaustif et exemplaire par Michael Wörle en 2000. Mais c'est un fragment de décret minable, inédit, découvert lui aussi pendant les fouilles des substructions de temple de Trajan, qui nous apporte des compléments à notre connaissance des rapports entre Pergame et Manius Aquilius. Voilà l'estampage. Alors, les dimensions du fragment sont à peu près les mêmes. Et voici le texte. La clé pour la compréhension de ce tout petit fragment, impossible bien sûr à restituer dans son entier ni de façon quelque peu continue, nous est livrée par la première ligne déchiffrable, en tois sun alakmasi, dans les contrats. Rappelons-nous donc que les archiérais, les grands prêtres séleucides et attalides de ma conférence de la semaine dernière, qui, eux et eux seuls, s'étaient vus décerner l'honneur insigne d'avoir leur nom inscrit à la tête des documents, et spécialement des contrats, voir le numéro 4 de votre dossier. Ceux-ci sont qualifiés de sunalagmata dans les lettres d'Antiochos III concernant la nomination des grandes prêtresses de son épouse Laodiké. Exactement le même mot se trouve dans la joncture entai synkraphais kai sunalagmasi dans un passage du premier livre de Maccabée relatif au grand prêtre Simon Juif au IIe siècle avant Jésus-Christ. Pour l'archiéroïs Nicanor, enfin, Antiochos III prévoit que son nom soit inscrit entai synkraphais kai entois alois rhematismois ois aitistai. Mais retournons à Pergame et au document numéro 5 de votre dossier. Là, dans un des nombreux décrets adoptés en l'honneur du grand bienfaiteur que fut Dionysos Pasparos pendant les années 70 et 60 du 1er siècle avant Jésus-Christ, il est prévu qu'on élise un prêtre du dit Diodoros au même temps que les autres prêtres des Évergètes, c'est-à-dire à une exception près que nous verrons dans un instant, les rois du passé.
et que son nom, celui du prêtre, soit inscrit sur les contrats, cette fois appelés Synchrematizomena, à tout jamais, ligne 38 à 40. Et cela d'après le nom du prêtre de Manius, c'est-à-dire de Manius Aquilius. Il est évident à première vue que les deux décrets, celui pour Diodoros Pasparos, connu depuis un siècle, et le nouveau Pribe se rassemblent de très près. Apparaissent là aussi des prêtres des autres évergètes à compléter Metaton alon hiereon ton oergeton à la ligne 4 du nouveau fragment. Apparaissent aussi la procession partant du Prytanée, la participation des Paedonomoi et des Paedes et ainsi de suite. Mais ce sont des différences aussi qui sautent aux yeux. L'exemple le plus frappant étant certes la formulation différente adoptée pour exprimer les contrats, synalagmata dans un nouveau fragment, décret, synchrematizomena dans celui pour Diodoros Pasparos. Il est donc évident qu'il ne peut pas s'agir d'un doublet des honneurs décernés à ce dernier. D'autre part, la nouvelle inscription n'étant à en juger d'après l'écriture certainement pas postérieure au décret pour Diodoros, il s'ensuit que nous avons affaire à la décision même d'honorer l'organisateur de la province d'Asie et en même temps le garant de l'exception de Pergame de celle-ci, par un culte desservi par un prêtre de son vivant, la plupart des détails restant pourtant dans l'ombre vu l'état misérable du fragment. Ajoutons quand même un petit détail, peut-être pas si insignifiant que ça. À la fin de la ligne 12, j'avais toujours lu et restitué quasi automatiquement Gymnasium, avant d'entrevoir un jour sur l'estampage à l'extrême fin de la ligne des traces qui pourraient appartenir à un epsilon. Je suis donc tenté de restaurer Eumenaiou au lieu de Gymnasium et de rapprocher l'inscription du numéro 240 du corpus, ici numéro 3 de votre dossier, qui honore Diogènes, fils de Dioclès, préposé à la curatelle et à la protection des enceintes et des portes de Philetaeria, c'est-à-dire la ville ancienne pré-euménienne, celui qui était dans la... attendez... celui qui était la marque, que j'ai commencé enfin... alors, celle-là, qui était entourée d'une enceinte aussi. Et en plus, il était préposé des sanctuaires de l'Oimenaion, dans lesquels on a voulu voir récemment le Grand Autel. Voir partir du sanctuaire du plus fameux des rois de Pergame une procession faisant part du rituel du culte de leur successeur immédiat, le premier proconsul de la province d'Asie, créé par lui en tant que tel, serait une trouvaille aussi excitante que pleine de symbolisme. Mais avant de l'entériner de façon définitive, il serait bon de ne pas perdre de vue qu'elle ne repose que sur le déchiffrement d'une ou deux lettres, peut-être fallacieux. La nouvelle classe de personnages éminents gérant les affaires de Pergame, devenus, selon leurs propres mots, démocratiques, pour nous au moins, paraît sortir quasi du néant.
Ainsi, il nous est impossible de décider si elle se composait principalement des gens issus des élites du royaume ou de ces citoyens qui avaient déjà fait partie du personnel qui s'occupait du sort de la police Pergame au temps des rois. En tout cas, on peut constater qu'il semble qu'ils avaient concentré toute leur énergie et subsides royaux faisant défaut, tout leur argent à la gestion du gymnase et partant à la formation des élites civiques futures. Fait élucidé de manière brillante par Michael Wörle dans l'article mentionné ci-dessus et dans un autre paru plus tard consacré exclusivement aux gymnasiaques. Et cela, fait remarquable, déjà sous Attal III et, plus important encore, pendant la guerre même contre Eumène III, qui, pour les Pergaméniens, qui ne le reconnaissaient pas comme tel, restait évidemment le bâtard Aristonikos. Cette concentration aux activités du gymnase pourrait être due au fait que la documentation dont nous disposons est biaisée par sa provenance presque exclusive des fouilles du dit gymnase, au moins en ce qui concerne l'époque républicaine, fait qu'il ne faut jamais perdre de vue. Néanmoins, dans ce cas-là, ces décrets pour les gymnasiaques se présentant pour la plupart comme des sommes d'une vie d'évergète, mentionnant ainsi aussi des fonctions et des actes évergétiques antérieurs, l'impression qu'ils nous laissent ne semble pas trop inexacte pour autant. Une des cibles de cette activité des gymnasiaques pergaméniens, à part des Néoïs, les éphèbes, nous sont connus par des centaines de débris des listes éphébiques inscrites à partir des années de la liberté des Pergaméniens sur les murs des 2 temples du gymnase. Il est remarquable qu'il ne s'agit point de listes documentant les éphèbes sortant de l'établissement, comme on pourrait l'imaginer, mais des païdes entrant l'éphébie, et cela, si au moins on prend les inscriptions au mot, après une sélection, une crise parmi les païdes, les nouveaux éphèbes étant désignés d'abord comme hoi incritentes ecton paidon aistus ephebus, puis plus tard hoi incritentes aistus ephebus ecton paidon aiston epitudainos brutaneos hiereos eniauton. Il semble donc bien que pas tous les païdes avaient la chance d'être promus au grade d'éphèbes d'une façon automatique. En d'autres mots, c'est dès la jeunesse qu'une séparation était effectuée à Pergame entre les futurs membres de l'élite et le reste de la population, qui se trouvait privée des chances à une participation à part entière au cadre de la communauté civique. Une partie de ces listes nommant les nouveaux membres de l'éphébie sont classés en ordre apparent, d'autres suivent un ordre alphabétique, d'autres encore semblent être arrangés par tribu. Pendant un certain temps, on avait l'habitude de sélectionner quelques éphèbes dès leur entrée dans le service sous les rubriques du genre des oiectae, au corps bien formé, ou oitactoi, qui se porte bien en groupe. Alors on a déjà classé, c'est écrit au moment où ils entrent, les éphébies, ils sont déjà classés comme oitactoi, par exemple. Ils entrent l'éphébie déjà avec leur une certaine, comment dirais-je, je ne trouve pas, alors, ils sont sélectionnés déjà d'une certaine façon, à l'entrée même de l'éphébie. L'appartenance à une tribu fut les partant de la descendance de parents en possession de la citoyenneté pergaménienne semble donc être la condition préalable pour l'entrée dans l'éphébie. À côté de cela, on peut décerner quelques cas de métronymie,
dans lesquels est nommé le nom du grand-père maternel après celui de la mère, mais pas de tribu. Mon favori étant Epaphroditos Oenomias, un tel. Ces notaires pergaméniens ne jouissaient donc pas, sans grande surprise, des droits de la citoyenneté à part entière, mais étaient quand même autorisés à participer à l'éphébie. En plus des descendants des parents possesseurs de la citoyenneté pergaménienne, et les bâtards nés d'une mère pergaménienne sont comptés parmi les éphèbes en groupes subsumés parfois sous la rubrique générique des apotopones, visiblement des subdivisions de la Chora pergaménienne, dont les ressortissants ne jouissaient pas de la citoyenneté à plein droit. À d'autres époques, ces éphèbes sont signalés par leur appartenance à un topos précis, comme par exemple les ex-apiasionos agrou ou ceux ectymnoon. Parmi ce groupe sont comptés aussi des nombreux aphoi apomastues, identifiés sans aucun doute avec les mastuenoi auxquels le décret d'urgence de l'année 133 avait décerné le droit de citoyenneté expressis verbis. L'application concrète du décret faisant apparaître ce don aussi généreux qu'il pourrait ou devrait sembler aux concernés de prime abord. Visiblement, le décret n'était pas appliqué au mot. Alors, cette promesse de l'année 103 n'était pas tenue, en fait. Les Masdiéniens ne jouissaient pas de la citoyenneté au plein droit parce qu'ils étaient parmi les apotopones, sans appartenance à une tribu. On aimerait savoir aussi comment cette scolarité des élèves pas habitants de la ville était financée et comment il était logé. Quoi qu'il en soit, on peut tout de même déduire de la participation de ces fils de villageois à l'éphébie pergaménienne qu'il existait bel et bien dans la Chora une classe de paysans pour qui cette participation constituait un but enviable et qui, en outre, se montrait disposé et capable à la fois d'en supporter les frais. Le gymnase était aussi ouvert aux fils d'étrangers venus pour la plupart des cités proches de la côte et de l'intérieur. Rares sont ceux originaires des cités plus éloignées. L'attrait que le gymnase de Pergame exerçait sur les élites du monde grec était donc loin de pouvoir rivaliser avec, par exemple, celui de Rhodes, pour ne pas parler d'Athènes. Parmi ces étrangers, le plus grand nombre, et de loin, est formé par des éphèbes de souche romaine ou italique, subsumés aussi pendant un certain temps sous la rubrique Romaioi. Se trouvent parmi eux quelques spurii ou spuriifilii portant des noms à la romaine, qui sont identifiés à des fils issus des unions, non pas entre les Romaioi et des femmes du pays, mais à des fils illégitimes conçus à l'intérieur de la communauté romano-italique même. On aimerait savoir enfin s'il se trouvait parmi ces éphèbes de souche romaine aussi des victimes du pogrom ordonné par Mithridate, et s'il y participaient d'anciens éphèbes massacrant leurs camarades de classe. Mais en vue de l'histoire des dernières décennies et du moment, il vaut peut-être mieux pour une seule fois de ne pas en savoir trop. En effet, même en tant que cité exemptée de la carte de la province et cité libre, Pergame a dû partager, à quelques exceptions près, le sort de la province d'Asie pendant les premières 4 décennies de la domination romaine, situation tendue et pleine de conflits,
dont témoigne un flot d'ambassades auprès des égouménoïs, les autorités romaines, et parfois sans succès. Situation dont témoigne une inscription honorifique élucidée par Louis Robert, elle aussi, le numéro 6 de votre dossier. L'honoré Hippolocos, fils d'Asclépiades, avait remporté des victoires athlétiques dans des catégories des païdes, des adolescents et des hommes dans les spécialités de la palais du Pancration. Tous ces agones, parce qu'ils ne sont pas spécifiés, étaient probablement ceux de Pergame. Puis, motif de l'honneur, il s'était empressé à Rome au sujet de la patrie dans des agones, signifiant cette fois pas des concours, mais des procès auprès des autorités romaines, en l'occurrence ici le Sénat romain. Mais c'est son empressement seulement qui est, lui, pas de succès. C'est donc dans la joie que les Pergaméniens accueillirent Mithridate VI lors de son invasion de la Provence en 88. D'autant plus que le roi du Pont choisit la ville comme résidence. Les bons vieux temps révolus de roi pourraient sembler revenus. C'est ainsi que la population de la ville exécutait avec zèle l'ordre d'assassiner les Romains, qu'ils tuèrent même dans l'enceinte sacrée et asile de l'Asclépiaion. Mais les choses allèrent se gâcher vite. Après un complot avorté, une bonne centaine de personnes étaient exécutées et leurs biens confisqués. Le règne de la terreur allait commencer. Puis, après les défaites subies par le roi, respectivement ses généraux en Grèce, c'était le tour des Romains de la semer en Asie mineure. À Pergame, on voyait passer le commandant romain autoproclamé Fimbria, au renom tristement célèbre, d'abord s'installer avec ses troupes, puis, pressé par son rival plus chanceux, Sylla, commettre suicide dans l'Asclépiaion. En conséquence de la victoire de ce dernier et de la paix de Dardanos qui concluait avec le roi du Pont, Pergame allait perdre son statut de cité libre décerné par Attal III dans son testament et confirmé par Manius Aquilius après la fête de Eumène III, et devait en plus participer au règlement de la somme immense de 20 000 talents imposés aux communautés de la province d'Asie en tant qu'indemnité. C'est donc la première guerre mithridatique et ses effets qui marqueront la césure décisive dans l'histoire de Pergame sous la domination romaine pendant l'époque républicaine. Je vous remercie de votre attention et de votre patience.